Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux diodes et particulièrement à la notion de rapidité. C'est une idée qui m'a été soumise par Francis Brooke, donc je conseille d'aller voir le site parce qu'il y a beaucoup d'informations extrêmement pertinentes et intéressantes sur plein de sujets audio. Et là on va regarder un peu plus près cette idée qui existe depuis au moins les années 80 et qui existe toujours dans le monde audio, à savoir la rapidité des diodes et leurs bénéfices sur le son. Alors on va commencer par regarder un peu c'est quoi ce concept de rapidité, on va dire théoriquement. On va expérimenter sur un certain nombre de diodes, voir s'ils sont des phénomènes visibles, et après on va voir si c'est justifié ou pas, et puis on va conclure là-dessus. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de rapidité d'une diode? En fait, on parle vraiment d'un paramètre fondamental dans les définitions de ces composants, c'est ce qu'on appelle le temps de recouvrement. Le temps de recouvrement, c'est le temps que va mettre une diode pour stopper un courant lorsque, de polarisée en sens direct, elle devient polarisée en sens inverse. C'est-à-dire qu'elle doit stopper son courant. Fondamentalement, une diode, elle ne conduit pas parce qu'à la jonction entre les zones N et P se crée une zone de déplétion. C'est-à-dire une zone, c'est un no man's land où il n'y a pas de charge mobile qui permette au courant de passer. Donc, cette zone se crée par déplacement de charge. C'est-à-dire les charges qui sont naturellement là dans les semi-conducteurs dopés automatiquement s'écartent entre elles et doivent se déplacer pour créer cette zone isolante. Et lorsque la diode passe, cette zone isolante a disparu. Le générateur l'a annihilée et en fait, ça se passe comme s'il n'y avait rien et donc les charges circulent. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque on a, admettons, une diode qui est mise en direct comme ça, en fait ici il ne se passe rien. Bon, ok, on a une zone N et ici on a des charges et électrons qui passent directement là, qui vont combler les deux trous en trous et puis qui vont sortir. Voilà, les électrons vont passer par là. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme s'il n'y avait pas de barrière, sauf qu'il y a une petite variation de vitesse de propagation des charges de l'un dans l'autre, mais disons qu'il ne se passe rien au niveau de la... Vu de l'extérieur, c'est un barreau conducteur très bien. Maintenant, si tout d'un coup, j'inverse la polarité, ben, en fait, il n'y a plus d'alimentation en électrons qui vient alimenter ici, il ne se passe plus rien. Donc naturellement, ce qui va se passer, c'est que ici, dans cette zone-là, comme il n'y a plus de générateur pour forcer le passage, en fait, il va se recréer cette zone de déplétion. C'est-à-dire les charges vont repartir, les électrons vont venir combler les trous par diffusion, les trous vont venir se recombiner là, et il va se créer une zone de déplétion qui va en plus après s'écarter avec la tension négative en inverse du générateur. Mais pour faire ça, il faut du temps. Il faut le temps que les charges se déplacent. C'est une zone isolante, c'est une forme de capacité. C'est comme un condensateur qu'on doit décharger. Il faut du temps. Et ce qui se passe, si après je mets un simple montage avec une simple pile, on va prendre un montage vraiment simple comme ça, on a une diode. Et ici, on a une tension positive, une tension négative. Et tout à coup, on va basculer là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En ce point-là, en A. En A, ben, en fait, si ici on a 0 volts, ben, ici ben, on a plus U, et tout à coup on va avoir moins U. À ce moment-là, c'est là où on va basculer ici. Donc ici on va avoir moins U. Donc ça c'est la tension A. Maintenant le courant. Ben, le courant, lui, il est ce qu'il est. Tant qu'il y avait un courant, tant qu'il y avait une tension positive, ben, il y a un courant. Et tout à coup, on stoppe et on polarise en inverse. Mais ce qui se passe, c'est que les charges vont mettre un certain temps à s'évacuer. Voilà, donc je vais agrandir l'échelle, je vais faire une échelle très dilatée. Donc en fait, ça va baisser tranquillement, ça va arriver à 0. Là, on a arrêté le déplacement des charges dû au générateur, on se retrouve à l'équilibre. Mais maintenant, il faut créer cette zone de déplétion qui va se créer automatiquement, mais elle va être créée. Il lui faut du temps, c'est-à-dire des charges supplémentaires qui vont encore continuer à transiter. Et donc le courant va continuer encore, un certain temps. Et à un moment, la zone de déplétion est suffisante pour ne plus conduire. Et là, tout à coup, théoriquement, le courant s'arrête. Et donc on a une zone comme ça. Elle est souvent modélisée comme ça dans les analyseurs analogiques, dans les simulateurs analogiques, où tout à coup, il n'y a plus rien à faire, le courant s'arrête brutalement.
Dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Mais néanmoins, c'est un peu l'idée du truc. C'est-à-dire le courant continue de descendre parce que ici, le générateur ne produit plus rien, mais il faut continuer à évacuer des charges pour créer la zone de déplétion qui va isoler le tout. Alors en réalité, c'est pas aussi géométrique que ça. Mais c'est cette zone-là qui définit le temps de recouvrement. C'est le temps que va mettre la diode à arrêter de conduire quand on est passé en dessous de 0 volt. C'est là que se situe cette notion de temps de recouvrement, donc de vitesse de diode. Alors d'une manière un peu plus détaillée, il y a plusieurs cas de figure et on les rencontre selon le type de diode, selon le type d'utilisation, selon les technologies utilisées. Alors il y a des diodes qui vont baisser et puis se mettre à zéro d'une manière, on va dire, relativement tranquille et qui vont être assez lentes. Donc elles auront un temps de recouvrement TRR qui est assez grand. Si le temps de recouvrement est grand, c'est-à-dire que la zone de déplétion a évacué beaucoup de charges. Et cette notion de charge, disons sous-entendue dans la zone de déplétion, est directement liée au temps. Plus la charge à évacuer est grande, plus la diode sera lente. Alors c'est la technologie de la diode qui va vraiment dire s'il y a beaucoup ou peu de charge à évacuer. Alors les diodes rapides, elles, dans les mêmes situations, ont beaucoup moins de charge à évacuer. Et donc en fait, selon le type de diode, il y en a qui vont être beaucoup plus rapides, comme ça, mais qui vont avoir des courbes relativement, on va dire, douces, même si elles sont plus rapides. Et d'autres sont encore plus rapides, ou disons, analogues à ça, sauf qu'elles vont descendre et elles vont brutalement s'arrêter, un peu plus comme le modèle théorique. Donc là, il y aura vraiment un arrêt brutal de la conduction. Dans tous les cas, il y a deux temps. Il y a le temps où le courant s'arrête et va revenir à la valeur 0. Il y a un temps de descente et un temps de montée. Il y a deux temps comme ça qui sont définis dans les datasheets des diodes. Et le problème, c'est que les diodes les plus rapides ont souvent un retour abrupt extrêmement brutal et extrêmement rapide, et donc avec beaucoup de contenu haute fréquence. Et comme dans les circuits, il y a des selfs, il y a des selfs parasites, il y a des kappas, il y a toutes sortes de choses. Et en fait, c'est pas aussi propre que ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas d'oscillations qui se créent à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit sur les oscillogrammes de diodes rapides avec des forts courants. On voit ces oscillations dues au circuit qui est autour. Ça peut être la self parasite des fils des diodes, ça peut être n'importe quoi. Et ça met beaucoup de parasites et d'émissions haute fréquence, d'émissions électromagnétiques haute fréquence. Et ça pose des problèmes pour les certifications CE ou de bruit, d'émissions radio, etc. pour passer les certifications. Ça, c'est un souci qu'il faut régler. Et ça, c'est un souci qui existe dans tout ce qui nécessite des diodes rapides. C'est tout ce qui contient de la commutation. Alimentation à découpage, pilotage de moteur, ça peut être toutes sortes de choses d'électronique de puissance, où des diodes sont là pour soit protéger, soit pour stopper le courant en inverse, soit pour augmenter les tensions dans des convertisseurs step-up ou des choses comme ça. Donc ces diodes sont des composants fondamentaux dans ce style d'alimentation commutée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le contexte d'alimentation linéaire avec des transformateurs alimentés sous 50 Hz, avec des condensateurs et des pompes diodes. C'est là qu'on parle dans le monde audiophile de diodes rapides, d'utilisation de diodes rapides. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement prendre un lot de diodes. On va se prendre un lot de diodes. On va prendre une diode en test. On va mettre une résistance pour limiter le courant. Okay. On va mettre un générateur BF avec différents types de signaux. Symétrique. Ici, on va mettre un oscilloscope et on va voir, en fait, vu qu'ici on a une résistance, ici, la tension qui va être vue ici va être le dual du courant qui circule, donc du courant qui va passer dans la diode. Donc on va voir ce qui va se passer, parce qu'ici on est vraiment dans le cas où on va inverser en permanence la tension au bord de la diode, et on va voir comment elle se comporte lorsqu'on inverse la tension et comment elle stoppe le courant. On va prendre ça, un simple montage comme ça.
On va regarder en fonction de la fréquence, on va regarder en fonction de la tête du signal, et on va tester quelques modèles de diodes, des modèles plutôt connus. Le grand classique ici, AN4000 quelque chose. On regardera des diodes diverses comme les diodes signal, AN4148, ça fait une centaine de milliampères. On voit un peu pourquoi ces diodes-là, les diodes signal, en quoi elles sont différentes. On va regarder quelques diodes rapides habituelles, les BYV, je ne sais plus quoi. Une diode Schottky, je ne sais plus la référence, c'est une diode Schottky. Alors, les diodes Schottky, l'avantage c'est qu'elles n'ont pas de zone de déplétion en soi. Et donc, elles sont beaucoup plus rapides a priori. Mais, ce sont des diodes qui ont des comportements un peu particuliers. On verra ce que ça donne. On va regarder des KPBC, quelque chose, qui sont des ponts de diode de 25 ampères, ceux qui sont utilisés habituellement. On va regarder un pont de diode qui a peut-être des souvenirs des audiophiles des années 80, qui est de tête, je crois que c'est un pont de 8 ampères 200 volts. C'était un pont de diode qui valait une fortune à l'époque, qui était un pont de diode rapide, audiophile, fabriqué par un International Rectifier. J'en ai un qui traîne, on regarde un peu son comportement, voir si c'est vraiment un pont de diode rapide ou pas. Et puis on regardera quoi d'autre. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai une grosse diode rapide aussi. Je n'ai plus la référence en tête, mais bon, j'ai ça. Voilà, je pense que ça couvre un peu tout le genre de diodes qu'on peut rencontrer. On va voir si, elles se comportent vraiment d'une manière différente entre elles. On va voir dans la situation où on doit utiliser des diodes rapides parce qu'on travaille avec des signaux qui varient très rapidement. Donc on verra par exemple avec des signaux carrés. Et après, on va voir si cette notion de rapidité, tout ça, a un intérêt ou pas lorsqu'on travaille avec un transformateur sous 50 Hz dans une alimentation linéaire classique. Alors, et là, on pourra conclure sur les diodes rapides en audio, c'est du bullshit ou c'est justifié? Surprise. Alors, voilà le montage avec tout simplement une résistance ici et tout un lot de diodes, ainsi qu'une paire de ponts. Et ici, capturer le contenu de l'oscilloscope. Avec la trace bleue, c'est ce qui rentre, c'est ce qui vient du générateur BF. Et la trace jaune, ça va être de diode après diode. On va les faire les unes derrière les autres. Et on va voir un peu leur différence de comportement ici sur un signal sinusoïdal. Et bon, c'est parti. Donc, on va commencer par une première diode extrêmement courante, la AN4007. Alors, c'est une diode 1 ampère 1000 volts avec un temps de recouvrement inverse donné aux alentours de 30 microsecondes. Alors, ça a beaucoup évolué dans le temps, c'est ce que j'ai trouvé d'origine. Selon les sources, ça varie pas mal, mais c'est de l'ordre de quelques microsecondes à quelques dizaines de microsecondes. Alors là, on voit tout de suite l'effet sur ce style de diode ultra courante, qui n'est pas spécialement rapide, qui est historiquement comme ça. Donc on voit la partie passante, positive, et au lieu de se stopper, comme ça devrait être, en fait ça continue, jusqu'à ce que la zone de déplétion se construise, et à la fin, le courant s'arrête. Voilà, et hop, et ça repart. Alors là j'ai mis de telle sorte que la fréquence, bon ça revient là, mais si j'allongeais... en fait, ça ira à 0, ça restera à 0, puis ça reprendrait. Mais on voit parfaitement cette zone inverse où la diode conduit en sens inverse, le temps que la zone de déplétion se crée. Donc des charges sont extraites de la jonction pour créer une zone de déplétion qui va arrêter le courant au fur et à mesure qu'elle se forme. Et là, on voit qu'en plus, ce courant, donc en fait la tension dans la résistance, n'est pas du tout négligeable par rapport au courant qui circule dans le truc. Et en fait, il peut être même très supérieur, tout simplement parce que la tension inverse peut être très supérieure à la tension directe d'une diode. Une diode, c'est une tension directe de l'ordre de 1 volt. Une tension inverse, ça peut faire quelques centaines de volts. Donc, des charges qui se mettent à être vidées, une zone de déplétion de grande taille qui est demandée à cause d'une grande tension inverse, va peut faire débiter très rapidement, en un temps très court, un certain nombre de charges qui fait qu'on aura des courants qui vont être extrêmement élevés et la diode peut se comporter comme un court-circuit pour le montage. On a un temps très court, mais avec des courants qui peuvent être énormes. Donc c'est vraiment un problème, c'est un vrai problème dans la construction d'un montage, surtout en commutation où là on n'est pas avec des sinus comme ça, mais avec des signaux carrés. Alors si je passe en carré,
Voilà ce qui va se passer. Voilà. Alors ici, la fréquence du carré n'importe pas parce que de toute façon, ce qui compte, c'est le temps de chute ici. C'est le temps de chute, c'est là où ça varie. Après, ça reste fixe, ça n'a plus aucune importance. Et là, on voit parfaitement la diode qui se met à conduire bien en deçà du 0. Il faut bien voir, le 0, il est là. Hein. Le 0 volt, il est au milieu. Hein. Il n'est pas ici, il est là. Donc la diode conduit carrément, même plus que le plateau de l'état passant. Elle reste un certain temps, le temps que la zone de déplétion se crée, et après, ça revient vers 0. Ça met du temps. Et là, comme la vitesse de commutation est beaucoup plus élevée, l'effet est encore plus prononcé. Alors là, on voit vraiment que là, on a des temps de recouvrement qui sont visibles. Ici, on a en gros 1 microseconde par division. Donc on voit qu'il faut 1 microseconde ici avant que la diode commence à rattraper le 0. Et là, bon, on est à quelque chose qui atteint ici, on va voir 4 microsecondes pour revenir à 0. Alors, le temps de recouvrement dépend du courant. Ici, il est assez faible, donc la diode est plutôt rapide. Et bon, c'est une diode qui doit être assez récente, donc le temps de recouvrement doit être plus rapide que les diodes anciennes de la même référence. Mais ça se voit. Hein. Donc là, l'effet est assez manifeste. Donc je vais revenir en sinus. On va passer à des diodes rapides, plus récentes. Alors là, ici, on va passer une BYW 29200, qui est une 8 ampères 200 volts, en boîtier TO 220. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Et voilà. Alors là, on a une diode rapide. Eh bien, on voit pas grand-chose. Mais il existe quand même un petit effet. Alors, je vais augmenter l'échelle. Voilà. Et là, on voit des effets qui se passent. On voit qu'il y a un petit temps en inverse. Et même une remontée du courant au-dessus. Au lieu d'être à 0, le courant n'est pas nul en polarisation inverse. Ça, c'est plus un courant de fuite qui se crée. Alors ça, c'est vraiment des phénomènes secondaires qui arrivent, ce qui fait que là, on est vraiment, les diodes ne sont pas idéales du tout. Hein. Même une diode rapide n'a pas un comportement idéal non plus. Et celle-là a une petite zone, un temps de recouvrement ici. Alors bon, si j'élargis, pour voir, bon, ici, ça fait à peu près 500 nanosecondes, 2 divisions, on va dire, une et demie. Allez, on est 2, 3, hein, à peu près. Hein. Le constructeur donne 30 nanosecondes. Alors après, la définition du temps de recouvrement, c'est pas entre 0 et 0, c'est un pourcentage. Bon, ici, ça peut être. Ici, c'est un peu plus long ce que je vois dans les datasheets, mais bon. Hein, on voit quand même. Après, faut bien voir que le montage, lui, il est sur une plaquette à trous, etc. Donc, c'est pas non plus idéal. Il y a le montage lui-même qui a un effet. Hein. Donc, on va prendre une autre diode, une BYT 03 400. C'est une 3 ampères 400 volts, un peu plus rapide, en boîtier DO, donc cylindrique normal. Donc là, alors, il faut que je mette dans le bon trou. Elle n'est pas bien foncée. Voilà. Voilà. J'ai un faux contact. Ah, comme quoi, c'est pas top. Voilà. Donc, je vais revenir un peu comme c'était. Voilà. Donc là, c'est pareil. On voit un tout petit dépassement. Hein, on a vraiment un comportement analogue à l'autre. Elle est donnée pour 25 nanosecondes plutôt que 30. Bon, voilà, c'est pas... C'est du même genre. C'est vraiment du même genre. Elle est un peu moins puissante. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre type de diode, une SB560, qui est une diode Schottky de 5 ampères 60 volts. Alors, c'est dit souvent comme étant des diodes rapides, mais c'est pas forcément utilisé comme ça. C'est utilisé parce que ça a une tension de déchet qui est très faible, de l'ordre de 0,2 à 0,4 volts. Donc c'est plutôt pour ça que c'est utilisé. Alors ce sont des diodes, on va dire rapides, parce qu'elles n'ont pas de zone de déplétion bien définie, parce que c'est une jonction métal-semi-conducteur. Mais elles ont des comportements qui sont régis par d'autres lois physiques. On va les voir les physiques, disons, un peu différentes. Donc là, on a un effet de temps de recouvrement et un autre effet où un courant existe dans l'autre sens, alors qu'elle devrait être bloquante. Donc là, on a un effet quand même assez particulier. Hein. C'est pas des diodes qui sont idéales dans ce contexte, a priori. Même si ici, bon, l'effet est quand même nettement moins prononcé qu'un M4007. Mais c'est pas parce qu'on a des diodes Schottky, tout d'un coup, on a des diodes plus rapides et plus idéales. C'est pas vrai. On le voit dans cette situation. Alors, une autre diode, là j'en ai quelques-unes, encore d'autres, des diodes standards, BYT30 PI600. Alors ça c'est une grosse diode en boîtier TO3P.
Donc là, c'est 30 ampères 600 volts avec un temps de 100 nanosecondes. Donc on voit qu'elle est déjà plus lente. Et elle a un temps de recouvrement qui est plus élevé. Elle est donnée 100 nanosecondes. Ici, bon, on a un quart de division, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça rentre dans les ordres de grandeur. Alors une autre, tout à fait courante aussi, une BYV28200, qui est donnée comme étant une diode rapide. Voilà. Donc là, on a vraiment un... Elle est plus lente, elle n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le penser, alors qu'elle est donnée comme étant une diode rapide. Hein, mais elle a un temps de recouvrement qui est quand même plus long que les autres. Hein, donc la BYV28200 n'est pas aussi bonne que ce qu'on pourrait penser. Hein. Voilà, donc on va passer à une autre diode, une diode surprise, on va dire. Une diode plutôt étonnante, qui est celle-ci. Alors celle-ci, on va zoomer. On va voir, on va zoomer. Alors ici, ça c'est un des parasites de commutation dû à l'éclairage ou à des appareils autour, donc ça ne fait pas partie de la mesure. Hein. Donc là, je suis vraiment trop zoomé. En fait, elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de a priori de temps de recouvrement. Elle ne dépasse pas. Elle reste bien plate. C'est tout à fait étrange. Elle est quasiment idéale. C'est une diode quasiment idéale. Je pourrais éventuellement monter en fréquence. Là, j'ai passé à beaucoup plus, 10 fois plus rapide. Bon, là, elle met du temps à s'arrêter, mais elle n'a pas de dépassement comme les autres. Elle est quasiment idéale, ce qui est tout à fait étrange. Hein. Et ça, c'est une diode de commutation. C'est une ANN 4148. Alors ça, ce sont des diodes signal très rapides, des petites diodes. Donc ça fait à peu près 0,3 ampères, 75 volts. Mais en fait, ce sont des diodes qui sont très supérieures aux autres sur ce critère. En fait, en mettant en parallèle, on pourrait très bien faire du redressement pour des montages qui ne sont pas, qui consomment pas beaucoup de courant. Et il y a 30 ans, on pouvait faire, par exemple pour un préampli Canada, utiliser ces diodes-là et écraser toutes les diodes audiophiles qui existaient à l'époque sur ce critère. Donc, pour voir que en fait, des solutions existent depuis très longtemps. Après, quand il s'agit de puissance, c'est plus compliqué. Maintenant, on a des modèles assez courants qui sont rapides et de puissance. Mais quand on a des montages qui seraient potentiellement sensibles, on avait déjà des solutions à l'époque. Un M4148, ça fait peut-être 40 ans que ça existe. Donc, voilà, ce sont des diodes signal de commutation. Elles sont beaucoup plus idéales que des diodes de redressement. Alors, un petit exemple sur un pont, un petit pont de 1 ampère et demi, 200 volts. Bon, je vais revenir dans les mêmes conditions qu'avant. Là, c'est peut-être un petit peu trop pour ça. Voilà. Alors là, c'est carrément le délire complet, quoi. On a carrément une chute encore plus brutale que la diode N4007 de base. Là, on a carrément un gros pic inverse qui vaut quasiment la même chose que le pic passant. C'est plutôt catastrophique au niveau qualité de ça. Alors ça, ce sont des diodes de pont de diode de redressement. Là, on va tomber dans des trucs plus douteux, on va dire, sur les temps de recouvrement. Alors, on va essayer, par comparaison, on va essayer un pont de diode, une diode d'un pont de diode de 25 ampères. Hein, des ponts de diode habituels, genre KPBC, ici 35 ampères 1000 volts. Donc là, on voit, alors si ça arrive à tenir un peu, ce qui n'est pas évident, c'est des trucs, voilà, je pense que ça va. Bon, ben là, on se retrouve même encore pire que le pont de diode. Je vais réduire la sensibilité, ouais. On est encore pire que le pont de diode. Là, c'est carrément... on a l'impression qu'il y a une alternance qui a la même valeur que l'alternance passante, quoi. C'est vraiment... c'est assez mauvais à ce niveau-là. Ça a des temps de recouvrement qui sont considérables. En fait, ce sont des grosses jonctions. Et il faut beaucoup de charges à évacuer lorsqu'il faut arrêter le passage du courant en polarisation inverse. Alors, on peut comparer avec ce qu'était ce fameux pont de diode qui valait une fortune à l'époque, le PB102F.
qui était, ici, c'est un pont de diode dit audiophile. Alors, il était donné 8 ampères 200 volts avec 200 nanosecondes. À l'époque, c'était très rapide. Bon, maintenant, on est plus dans des 10 fois plus rapides. Mais on voit que il y a peu de temps de... Enfin, il y a peu de choses. C'est plutôt lent à se remettre. Mais par contre, l'amplitude est très faible. Donc, en fait, c'est relativement doux. C'est progressif. Ça dure assez longtemps pour se rétablir. Mais il n'y a pas de pic abrupt, etc. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence de comportement avec ce style de pont de diode. Donc bon, ces ponts de diode étaient bien différents des ponts de diode 25 ampères habituels utilisés. Donc voilà, on voit tout de suite quand même que les diodes ne se comportent pas du tout de la même manière selon le modèle, selon les caractéristiques qu'il y a. Alors là, on est avec une Anen 4007. Alors là, bien sûr, on va me dire, là, eh ben voilà une preuve que les diodes rapides, ça a vraiment un impact, c'est vraiment, c'est super, vraiment, là c'est indiscutable. Bon, alors maintenant, on va pas oublier une chose, c'est ce qui est marqué ici. Là, je travaille à une fréquence de 100 kHz pour montrer les effets. Maintenant, on va se mettre dans les vraies conditions d'utilisation dans une alimentation, on va dire, linéaire, avec un transformateur à 50 Hz. Maintenant, on va se mettre dans ces conditions-là. Ok ? Donc on va prendre, je ne vais pas les reprendre toutes, mais on va... Il faut que je change vraiment mes échelles. Voilà, là on est avec une Anen 4007. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'effet est totalement absent. Oh, comme c'est étrange. Hein? Mais en fait, c'est tout à fait normal que le phénomène soit absent. Tout simplement parce que ces variations de tension sont beaucoup trop lentes pour prendre la diode par surprise. Parce que c'est un peu ça le temps de recouvrement. C'est qu'on prend la diode en traître et elle a pas le temps de préparer sa zone de déplétion pour empêcher le courant de passer. Mais 50 Hz, c'est astronomiquement lent. Donc la diode, elle n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Donc maintenant, j'ai beau prendre n'importe quelle diode à n'importe quel endroit, en fait, je vais avoir toujours la même chose, quoi qu'il se passe. Il n'y a aucune différence de comportement. Là, je passe d'une diode à l'autre. Le pont de diode d'1 ampère, là, lui, ce qui était le pire, là, c'est pareil. La seule différence qu'il va y avoir, peut-être, c'est la chute de tension. Parce que la diode passe plus ou moins bien. La Schottky, par exemple, on voit tout de suite que la diode Schottky, elle a une différence assez faible. La Anen 4007, bon, là, elle a une différence un peu plus élevée. Le pont de diode, lui, oui, il a une différence à peu près équivalente. Une Anen 41-48, ouais, c'est pareil. Donc, voilà. En fait, là, à part la zone de déchet dans la diode Schottky, elles sont toutes exactement pareilles. Donc, en fait, dans ce contexte-là, les temps de recouvrement, c'est un non-problème. C'est invisible. Et donc, les arguments dans ce contexte-là de qualité de diode qui va améliorer le son, quoi que ce soit, c'est totalement bidon. Hein, c'est parce que ce n'est pas le contexte dans lequel ce genre d'effet devient un problème. Si on parlait d'alimentation à découpage, oui, ça peut être un problème. Quand il s'agit d'alimentation linéaire avec une régulation à base de transfo, 50 Hz et de condensateur et de pont de diode, ben, le temps de recouvrement, c'est absolument un non-problème. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des parasites ou des choses comme ça. Il faut bien voir que lorsque la diode se coupe comme ça peut émettre des parasites d'émission. Mais ça ne dépend pas de la rapidité de la diode en soi. Ça dépend du montage, ça dépend du courant qui circule dedans, etc. Mais rapide ou pas, il y aura les mêmes styles de problèmes. C'est absolument pas le contexte dans lequel la rapidité de la diode va jouer. Et de toute façon, là, on ne voit plus aucune différence. On aura beau zoomer dans tous les sens, ça sera rigoureusement pareil. Donc, là, c'est simplement pour montrer que ce mythe de la diode rapide, dans ce contexte de transformateur 50 Hz, etc., c'est totalement bidon. Alors maintenant, simplement ce que vous faites, c'est qu'il suffit d'acheter des diodes bien calibrées avec les nombres d'ampères qui va bien, avec au moins un facteur 2 pour être tranquille. Quand il s'agit de ponts de diode comme ça, dans des gros amplis, il faut bien les refroidir parce que ça peut avoir 1 volt de chute de tension par diode et quand ça pompe des ampères, mais ça peut dissiper des watts. Donc ça, il faut bien les refroidir. Pour éviter les parasites d'émission, on peut mettre des petites capas aux bornes, mais ça n'a rien à voir avec la rapidité. Ça a à voir au fait qu'on stoppe brutalement un courant ou pas. Mais ce n'est pas du tout une question de rapidité de diode. Toutes les diodes vont faire la même chose.
Hein, c'est un autre phénomène qui a lieu. Donc mettre des petites capas, ça peut aider à minimiser les émissions radio. Mais ça, c'est un problème universel. Si on veut avoir son vrai logo CE ou de normes d'émission pour passer des tests et avoir les tampons quand on fait des produits commerciaux, ce sont des sujets qui de toute façon sont universels et récurrents. Donc c'est pas nouveau. Et on voit utiliser des ponts de diodes standards dans ce style d'appareil où évidemment les émissions radio et parasites sont extrêmement regardées de près. Donc c'est un non-souci. C'est absolument pas là que ça se passe. Donc voilà, c'était juste pour montrer que les diodes et leur rapidité dans le domaine de l'audio et des alimentations linéaires, c'est une légende urbaine et on fera mieux de mettre son pognon ailleurs plutôt que d'acheter ces diodes qui ne servent absolument à rien.